C'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence dans Horizon UX. On va donc vivre cet échange ensemble. On a l'honneur d'avoir Christophe Antonio qui est avec nous. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à notre sollicitation en ce mois d'août. Donc, c'est compliqué, mais c'est génial que tu sois disponible. Christophe, toi tu as travaillé dans beaucoup d'entreprises différentes, avec des sujets, des orientations très différentes. Actuellement, tu es chez Before Bank, tu travailles chez Philips, chez KLM. Tu plein d'entreprises qui ont dû voir des, euh, des évolutions, et tu as dû voir des évolutions dans le design se faire par pas mal de portes différentes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer surtout à la porte du design system, puisque c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement et sur lequel tu travailles depuis quelques années. Quel est ton enfin, comment t'en es arrivé aujourd'hui à être là, à travailler sur ces design systems, et pourquoi tu en es arrivé là avant qu'on attaque le sujet? Alors, bonjour à tous. Le design system, alors moi je suis arrivé parce que au bout d'un moment ça a commencé à devenir un peu une norme il y a quelques années déjà. Euh, et on voyait que c'était sur les gros projets en tout cas de plus en plus nécessaire. Pas sur les petits, c'est peut-être qu'on peut toujours discuter et voir s'il y a vraiment une nécessité au début en tout cas, ou sur des interfaces plus minimalistes ou simplifiées. Mais oui, sur des entreprises où il y a un voire plusieurs produits digitaux sur le marché, plus parfois des produits B2E internes, des portails internes, des choses comme ça, où il faut avoir une identité de marque cohérente, partout pareil, vraiment avoir quelque chose de standardisé. Là, vraiment, ça change la donne, ouais. Ouais, tout à fait. Et alors, tu es passé par différents métiers, intitulés de métiers, on va dire. On parlait tout à l'heure de ce fameux mouton à 5 pattes dont on parle depuis des années en tant que UX designer. Donc, bien entendu, tu as été défini en tant que UX designer, puis product designer, et maintenant tu es défini en tant que design system manager. Donc, tu as un peu affiné Ouais. ton expertise et tes J'ai compétences. un Comment? parcours, oui, j'ai commencé à la base, en fait, je suis quelqu'un qui dessine, je griffonne, je suis le mec qui dessine les profs en cours. Et du coup, j'ai toujours voulu faire quelque chose un peu dans ce truc créatif et essayer de faire quelque chose. Mais bon, les auteurs de BD, il en sort pas tous les 4 matins. Donc, je parle de fin 90, le début des années 2000, quoi, 2001 par là. Et à l'époque, le UX, c'était encore un concept. Donc, il commençait à y avoir des webmasters, des web designers. Euh, mais bon, j'ai commencé à mettre les pattes dans l'ordinateur et j'ai compris qu'on pouvait être créatif avec un ordinateur. Donc, j'ai commencé beaucoup par du graphic design, j'ai fait des flyers, j'ai fait des trucs. Et puis après, oui, avec l'explosion du web et du digital, là, j'ai commencé à mettre plus les mains dans le code que j'ai appris dans une école multimédia à Paris. J'ai fait du Flash à une époque. Donc, mais c'était vraiment sympa. C'était encore une époque en fait. C'était l'époque un peu plus cow-boy où tout n'était pas aussi mature, tout n'était pas aussi, il n'y avait pas autant de spécialisation. Et on pouvait toucher un peu à tout et être créatif, tout n'était pas normalisé comme ça l'est devenu, ce qui est une suite logique, puisque avec le nombre d'utilisateurs croissant, des bonnes pratiques se mettent en place, des choses que la learning curve qu'on appelle, elle commence à monter. Les gens savent que ben, voilà, une loupe, c'est pour chercher. Les gens commencent à construire des patterns comme ça. Et donc, du coup, c'est là que ça commence à avoir du sens d'organiser sur une grille d'éléments connus euh, qui sont devenus des éléments reconnus par tous les utilisateurs. Tout le monde aujourd'hui comprend un champ texte plus ou moins comment ça marche. Une drop-down, une radio button avec ou un petit checkbox. Les gens commencent à avoir vu ça maintes et maintes fois. Donc ça a du sens de commencer à regrouper des sets d'éléments iconiques qui peuvent être utilisés et ajustés, customisés à volonté. Et Et donc, comment j'en suis... Pardon, ouais, parce que je sais pas si j'ai répondu à la ouais, question en fait. Comment j'en comment suis t'en arrivé là? arrives? Parce que ouais, il y a de ça quand même 10,
10-15 ans à peu près, tu as commencé à Ouais. t'orienter dans le métier du design. Alors, tu as fait un métier qui pourrait s'apparenter à ce qu'on fait aujourd'hui en tant que product designer. Et comment tu as perçu ça? On le voyait ce matin avec Stevie, il nous parlait des UI kits qui est arrivé à une certaine époque, ensuite avec les différentes bibliothèques. Bon, voilà, c'était un peu le spectre qu'on pourrait voir de la surface, mais en interne, ces différentes entreprises, comment tu as vécu cette perception d'évolution vers un design plus normé, un design système? Dans le sens, si c'est quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai trouvé logique. Ouais, est-ce que tu l'as senti venir en fait? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi tu as voulu normaliser au fur et à mesure de ton travail Oui, non, oui. On est passé par plusieurs étapes, en effet, où oui, au bout d'un moment, il y avait des UI kits qui commençaient à s'organiser, des fichiers très lourds, où on essayait de stocker de façon locale, en fait, en faisant un peu de versioning pour pouvoir garder trace de tout ça. Mais il y avait un besoin, quand on passait à un niveau industriel de production, il y avait un besoin de pouvoir documenter les décisions. Il faut penser aussi aux gens qui arrivent, les équipes, le turnover, donc il y a des gens qui arrivent. Ça aide énormément aussi à avoir quelqu'un qui va tout de suite comprendre que bah, s'il a besoin de ceci, il peut le trouver à tel endroit, il peut le télécharger. S'il a une installation à faire ou quelque chose, configurer quelque chose, il y a une marche à suivre de disponible. Donc c'est pas seulement que le travail de création du design, c'est aussi savoir intégrer rapidement, que quelqu'un puisse être opérationnel rapidement parce qu'il a tout ce qu'il lui faut, qu'il n'a pas besoin de s'adresser à un tel ou un tel, mais qui peut être autonome rapidement. Euh, voilà. Donc oui, ça c'est quelque chose Mm. qui était nécessaire, je pense, et sur lequel, oui, il y a eu, je pense, ouais, d'un commun accord, ça a été l'initiative tombée sous le sens, quoi, qu'on commence à s'organiser, que les softwares s'organisent. On avait des espaces de stockage à Zeppelin aussi, où on peut utiliser pour les assets, Mm. tout ça, mais ouais, je pense que ça c'est vraiment, ça a mûri. Et maintenant, il y a des solutions comme Zero Heights qui sont quasiment clés en main, qu'on peut connecter, qui marchent pour les designers, mais qui sont aussi, qui ont des très bonnes alternatives pour les développeurs, qu'on peut connecter avec Storybook. Donc, on commence à avoir un espace Mm. de jeu commun, en fait, avec les développeurs, pour que la transmission se fasse bien, quoi, et qu'il y ait le moins de Mm. friction possible. Ouais, Donc, c'est ouais. la clé, hein, surtout qu'avec les développeurs on puisse interagir. Après, les autres corps de métier, c'est autre chose, mais c'est moins Bah, crucial, au on va final, dire. c'est eux qui intègrent, ouais. C'est eux qui intègrent, Mm. donc il faut, ça diminue le nombre de reviews potentiellement parce que voilà, on sait exactement que c'est le composant qui a été codé dans l'équipe Design System qui est utilisé parce Mm. qu'il est en démo. Il y a les démos en fin de sprint, donc il y a une collaboration plus étroite, oui. Mais je pense que c'est pour le mieux, oui. Mm. On bosse jamais mieux avec un développeur que quand on est assis à côté. C'est clair, c'est clair. Ouais, en tout cas, c'est intéressant. Donc là, c'est la première base sur laquelle on voulait un peu amener à échanger, et puis vous amener à découvrir un peu, grâce à ton expérience, des clés de lecture. Rapidement, il y a quelques sujets sur lesquels on va essayer de tourner pour avoir une vue assez exhaustive, parce on a un peu échangé ensemble, et il y a des choses vraiment passionnantes sur lesquelles on aimerait partager aujourd'hui pour que vous puissiez aussi rebondir. N'hésitez pas à interagir. Donc on a tout un volet mis en place dans un système en équipe, outils process. On va peut-être commencer un petit peu par ça. On a mis un peu le pied dedans là. On aura l'aspect aussi création d'un design system multimarque qui pourrait être intéressant à avoir vu que tu as une belle expérience là-dessus. Quelque chose aussi qui me semble extrêmement important, c'est savoir quelle est la communication qui va être nécessaire autour d'un design system et savoir comment il va être vital comment dire, à, à être informé et à être connu de la part de l'ensemble de l'entreprise. Il y a des enjeux politiques qui sont très importants derrière tout ça. Donc voilà, un peu les trois grands sujets dont on va discuter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si on s'étale trop sur un sujet, à nous rappeler qui a d'autres choses à échanger. Et donc je te propose, on va commencer par parler donc design system, outils, méthode, comment amener ça dans une équipe. On a déjà un petit peu mis le sujet sur la table, puisque bah, il y en a certains étudiants qui ont commencé de zéro en fait avec leur design system
et même voient des offres d'emploi dans lesquelles c'est créer et maintenir à jour un design system. Il y a une notion de monétaire qui rentre aussi un petit peu en jeu. On a un petit peu échangé lors de cette première conférence, puisqu'il y a des outils il faut acheter des licences sur certains outils. Mais de par toi, ton expérience aujourd'hui, quels seraient tes conseils? Comment tu lancerais un petit peu la machine si on te propulsait dans une entreprise dans laquelle tu avais un peu ce champ libre pour mettre en place ce design system, idéalement monter une équipe, on va dire le budget, ton budget est un peu illimité. À toi de nous justifier ces coûts pour savoir qu'on va sortir la carte. Mais Non, ouais, je pense que. Vas-y, vas-y. non, ouais, en effet, tu as mis le doigt dessus aussi. Il y a je pense que le premier pas, il est très diplomatique, politique, et déjà, il faut savoir, il faut mettre au clair quelles sont quelle est la valeur ajoutée du design system, et il faut le faire comprendre à des gens d'univers différents, en fait. Donc, il y a les gens techniques à convaincre, il y a les gens du financier à convaincre, il y a la direction, le management. Il y a beaucoup, beaucoup de monde au-dessus qui aimerait savoir pourquoi faire l'effort. C'est disruptif. Potentiellement, ça peut demander du refacto derrière si c'est implémenté en plein milieu d'un projet. Donc, mais il faut arriver à faire comprendre que c'est pour le meilleur, en fait, au final, puisque c'est censé accélérer le time to market, quoi, entre le temps où on va commencer à faire un écran à partir de user stories et le moment où on va pouvoir prototyper ou tester devant des utilisateurs. Ça va permettre d'accélérer ce temps-là parce qu'on essaye au maximum, autant que faire se peut, de lister tous les composants nécessaires avec les variantes nécessaires à côté de ça, de donner les guides qui vont avec, quoi. Donc pouvoir documenter une décision à faire sur un flow, une décision à faire sur le positionnement d'un élément sur une page. Donc il faut vraiment que le contact soit le dernier recours et si on a fait bien notre boulot, quoi. Mais il faut commencer déjà par évangéliser un petit peu au sein de l'entreprise, faire comprendre ça et à essayer à se faire des amis, en gros, et à convaincre tout le monde que au final c'est pour le meilleur. On parle à beaucoup de départements différents d'une entreprise. Au final, ça peut bénéficier à tout le monde. Ça peut bénéficier à l'équipe du marketing, l'équipe des RH peut-être, pour leur signature email, je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose c'est la Bible pour l'entreprise, tout ce qui est niveau communication, identité de marque. Et dans cela, vous pouvez avoir des produits digitaux, mais on peut regarder Decathlon, ils ont également leurs produits physiques. On pourrait avoir du guidage pour du style sur des livres, sur des t-shirts, sur n'importe quel format, en fait. C'est pas très grave tant que ça suit les mêmes principes de la marque, que ça respecte ça. Donc c'est vraiment les applications sont pas infinies, mais elles sont multiples. Donc c'est vraiment un organe, ça devient un organe majeur, je trouve, de l'entreprise. Et c'est intéressant là ce que tu dis, puisqu'au final, ça va être en fonction des acteurs qui vont être là, le design system va se construire et va prendre une orientation. Et donc pour toi, vraiment, la clé, c'est pas forcément partir tout de suite en se disant le design system, il va toucher toute l'entreprise, tous les secteurs, et puis on va faire que tout le monde s'y retrouve, mais c'est plutôt aller chercher des acteurs qui vont mener le combat avec toi, et si au final tu chopes les RH, le marketing, bah go, tu fais un design system entre designers qui vont créer bien sûr les interfaces, mais en plus intégrer ces acteurs-là qui auront des besoins spécifiques. C'est ça, oui. Parce que là, je suis par exemple, je suis Before Bank, je suis arrivé chez eux il y a 2 mois. Et un des efforts au niveau communication qu'on fait le plus, c'est vraiment d'essayer de convaincre tout le monde que c'est pour vous, en fait. C'est pour vous, et c'est limite par vous également, puisque on va avoir de l'information qui va tomber de plusieurs départements que nous, on récupère et qu'on réorganise et qu'on rend disponible. Donc, comme je l'ai dit, ça bénéficie à beaucoup d'entités dans l'entreprise. Et c'est ça on travaille pour eux, en fait. Il faut arriver à avoir ce discours, à amener les choses de façon à leur faire comprendre que au final, c'est pour leur bénéfice, c'est pour une amélioration
de workflow entre certains départements pour avoir une image cohérente face aux utilisateurs, mais également aux employés, aux tierces parties. Ça peut être un portail externe qui va être fait par une agence externe, par exemple, et qui doit respecter le guide de style, etc., tout ça, du design system. Là aussi, avec un design system public, en l'occurrence, on peut très facilement avoir une identité de marque respectée sur chaque plateforme digitale, et plus. Et comment tu la joues au niveau de tes managers pour leur faire prendre conscience que ils vont devoir te payer pour du temps que tu vas allouer à faire que l'entreprise tourne mieux et au final, alors qu'on... Enfin, c'est toujours ce qui est un peu compliqué dans cette posture-là, parce qu'un design system, on bosse pour des interfaces où il y a des ROI, des KPI, je veux dire, qui sont très, très importantes. Il faut que ça tourne, faut que ça marche de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et là, on est en train de parler d'un design system dans lequel on a un peu cette vue, tout le monde travaille ensemble pour que ça se passe au mieux. Et en vrai, en tant que personne qui va être prendre en charge le design system, on est là pour faire que des gens dans des secteurs totalement différents de cette entreprise aient une fluidité beaucoup plus simple vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de la cohérence, vis-à-vis de tout ça. Euh, c'est quelque chose sur lequel tu échanges beaucoup avec tes managers pour qu'ils aient confiance en toi en disant bah écoutez là moi je vais bosser juste pour aller voir que les commerciaux ils roulent mieux alors que c'est pas du tout ton champ d'action à la base. Non, c'est vrai qu'on reste dans du design d'interface, du design de produit. On est plus sur ce qui convainc plus, oui, c'est expliquer que les processus de création, les processus d'intégration vont être beaucoup plus courts. Si par exemple là on est en train de travailler sur du design tokens, qu'on pousse sur un GitLab, qui est ensuite partagé aux équipes. Ils savent qu'il y a un petit peu de travail maintenant sur de la refacto pour pouvoir connecter tous ces tokens à nos JSON, etc. Mais qu'à terme, si on change une couleur, ils auront juste à appuyer sur un bouton et que ça mettra à jour toutes les interfaces. C'est la même chose du côté Figma également. Donc, c'est un effort supplémentaire pour gagner du temps plus tard, en fait. C'est un petit peu ce qu'on dit. On peut également prendre. Il y a plusieurs façons de mesurer, entre guillemets, un design system ou son efficience. On pourrait aussi regarder on peut les convaincre du taux d'adoption en fait aussi du design system, savoir si ça marche, si c'est quelque chose qui en effet est utilisé, parce que c'est bien beau d'arriver avec quelque chose, mais il faut encore que ça soit intégré, soit priorisé dans les backlogs par les product owners. Euh, il faut se battre pour se dire que voilà, on a sorti une update de tel composant. Il faut être sûr qu'au même sprint ou dans un temps plus ou moins proche, toutes les équipes vont sortir au même moment, parce qu'on n'a pas envie que dans une customer journey, l'équipe qui est dans telle phase de la customer journey, là le bouton il est pas exactement du même bleu ou des choses comme ça. Donc il faut aussi, il y a une communication aussi de s'aligner avec les product managers pour être sûr que on est tous au même tempo, quoi. Et que ça soit pas trop poussé vers le bas, et passer qu'on commence à avoir en fait un problème de synchronisation. Justement, Christophe, est-ce qu'il y a des risques dans cette communication sur le design system auprès des équipes? Est-ce que tu as des exemples, je sais pas, la communication irait trop loin, ou alors on vendrait trop monts et merveilles aux équipes et du coup après il y aurait de la déception, etc. Est-ce que tu as déjà constaté ça? Oui, ça arrive bien sûr, puisqu'on est on bosse agile, donc avec des sprints et donc bien sûr, enfin, donc il y a agile dans sprint, donc c'est Scrum, et chez les grosses entreprises, on est même en safe. Donc c'est du scale agile où en fait il y a des PI, c'est des grands sprints au-dessus des sprints en fait, pour faire simple. Et malgré parfois oui des plannings pour tout un PI, une itération ça peut être 3 mois, euh, les plannings sont faits et on essaye de s'accorder à ce niveau-là pour éviter les surprises, mais ça arrive oui qu'on soit obligé de retarder le lancement ou la mise à jour d'un composant ou l'ajout d'une couleur, etc. Parce que on s'aligne sur le plus lent en fait.
on s'aligne sur le dernier pour être sûr que tout soit en même temps. C'est arrivé, ça m'est arrivé, oui, de devoir attendre, bien sûr. Parce qu'au final, c'est l'expérience utilisateur qui prime. Donc, qu'on change une couleur maintenant ou la semaine prochaine, l'utilisateur, c'est pas. Et si tu avais des conseils à donner justement à quelqu'un de peut-être avec, moins d'expérience que toi, qui bénéficierait de ces conseils-là sur la partie, communication sur le design system, qu'est-ce que tu pourrais, Alors, il y a communication, il y a beaucoup de communication à faire sur le design system, énormément en fait. Je dirais pas que c'est la moitié du job, mais c'est un tiers du job, c'est être sûr. Et pas seulement communication, vendre le truc, mais communication, arriver à articuler tous les différents paramètres et les différents acteurs qu'il peut y avoir. Parce que il faut s'entourer des bonnes personnes en fait. Pas de tout le monde, même s'il faut que tout le monde se sente un peu faire partie de la famille, mais il faut une famille cœur avec les gens qui ont un pouvoir de décision également pour gagner du temps. Autant que faire se peut, parce que forcément ces gens-là sont aussi parfois occupés ailleurs, mais il faut pouvoir avoir les bons référents au niveau du UI, du UX, et ensuite tout ce qui va être développement. Donc il faut en fait les leads en gros. Chez Air France KLM, il y avait ce qu'on appelait un design council, le conseil du design. On arrivait avec des capuches et tout. Non, je rigole. Mais en fait, c'était un petit peu le lead UX, lead UI, lead iOS, web, Android, iOS, Android, web. Et s'il y avait on analysait ce qui était nécessaire pour les prochains sprints, quelles étaient les demandes des équipes. Et ensuite, on passait par plusieurs strates en fait, parce que tout était basé sur Angular. Donc, on piochait des éléments Angular, des composants Angular sur lesquels on repassait un coup de pinceau pour le branding KLM ou Air France. On voyait s'il y avait besoin de changements au niveau de l'interaction, auquel cas on faisait une customisation. Et après, on mettait ça de disponible. Mais il y avait une équipe cœur pour pouvoir accélérer le décisionnel et pas essayer d'avoir une équipe de production qui doit envoyer des mails à droite à gauche pour pouvoir avoir des lumières vertes pour pouvoir avancer. Donc on essayait de couper un petit peu ces ponts-là pour raccourcir le boulot. Mais voilà un petit peu, oui, ça c'est la communication qu'il faut avoir pour tout ce qui est au niveau du processus de création, de mise à jour. Après, quand les choses sont disponibles, ou même avant ça, pardon, il faut se mettre d'accord avec les product owners des équipes pour bien s'aligner sur quand est-ce qu'on va lancer tel élément. Ah, le prochain sprint, on est en train de bosser sur ça, donc attendez-vous à ce que tel bouton, on change le border radius par exemple. Donc, bien sûr qu'il y a un gros boulot en amont de les tenir informés, qu'ils n'arrivent pas à avoir l'impression d'un mur duquel on jette des enveloppes, mais que vraiment ils soient intégrés à tout le long du. C'est des stakeholders, c'est vraiment les référents pardon, des points de contact pour tout le long du processus de créa dans un sprint pour nous. On les tient au courant. Il y en a qui viennent parfois à des stand-up pour savoir comment ça avance parce qu'ils savent qu'on est occupé avec un de leurs trucs. Donc il faut vraiment que ça soit la porte ouverte et la maison du bonheur, quoi. Tout le monde peut passer. On prend toutes les données, toutes les requêtes en compte. Après, on estime avec les leads s'il y a besoin est-ce que ça va se transformer en composant ou mise à jour, on voit qui peut servir, etc. Mais on tient tout le monde au courant. Un backlog, pardon, un changelog, excusez-moi, c'est hyper important, savoir pour chaque product owner, pour chaque développeur, savoir qu'à telle release, à telle sortie, il y a tel truc qui a été enlevé, tel truc qui a été rajouté, tel truc qui a changé. Vraiment, il faut que tout soit transparent, c'est hyper important. Euh, Parce que ça aide à créer ce sentiment de famille, quoi, qu'on appartient à un truc, qu'on bosse, qu'on est là pour le bien de tout le monde, et ça aide à l'adoption, quoi. Donc, et puis c'est intéressant vraiment, même au final c'est intéressant parce que ça permet de parler à tellement de secteurs différents qu'on est au fur et à mesure immergé dans leurs besoins à eux. On sait que ça, pour tel département, ça compte. On dirait que c'est pas très important, mais en fait pour eux ça compte. Des petits détails comme ça qui font les spécificités. Voilà. OK, ça marche. Donc la communication, ça prend beaucoup de temps.
il faut une communication constante vers les équipes, avec notamment, pourquoi pas, un changelog. En tout cas, il faut les tenir au courant de tout ce qui va être changé, à quelle fréquence, et cetera, et qu'est-ce qui va les impacter. Avoir de la disponibilité pour que les autres, les collaborateurs puissent, venir nous solliciter à n'importe quel moment. J'ai bien résumé? Complètement. Complètement, ouais. Et ces communications, comme je disais, du début à la fin, dans le sens où on dit ce qu'on va faire, on dit quand on le fait et on dit quand on l'a fait. C'est-à-dire qu'à la fin d'un cycle, par exemple, chez KLM, j'avais préparé une petite mise en page pour une newsletter que j'envoyais par mail. Donc ça rendait le truc un peu plus fun avec des images, des trucs. Et donc je disais, voilà, ce mois-ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et à la fin, n'hésitez pas à nous contacter avec une chaîne Slack, notre email unique, genre designsystem@klm.com. Et toutes les chaînes de communication, quoi. C'est vraiment une two-way streets, comme disent les Anglais, quoi. C'est une rue à double sens. Donc il faut qu'on puisse parler et il faut qu'on puisse écouter aussi. C'est Et important. Une chaîne unique aussi, une chaîne dédiée sur Slack ou sur Teams, où on va balancer tous les announcements, tous les trucs, que les gens puissent nous contacter directement, on les prend en privé, offline, c'est pas grave. Mais c'est super. Il faut une vitrine en fait, c'est comme un magasin. Il faut une vitrine que les gens puissent ouvrir, rentrer. Voilà. Et là, tu parlais d'un côté, tu avais cette core team en fait qui permettait d'avoir une acquisition dans les différents projets, quoi qu'il arrive, le design system est présent. Là, des mises à jour dont tu parles, on en échangeait ça la dernière fois. C'est souvent la frayeur d'arriver sur une sorte d'overdose en fait, de mise à jour ou d'être constamment à avoir je sais pas, tous les lundis une nouvelle release, et ce qui fait qu'on a énormément de choses à lire, et bien sûr au bout d'un moment, on peut pas se voiler la face, tout le monde ne nous lit pas, tout le monde ne nous écoute pas. Toi, dans les différents projets que tu avais, est-ce qu'il y a deux trois rôles comme ça sur lesquels tu prêtais énormément attention pour qu'ils soient au fait, et que tu t'assures à 100 qu'ils aient cette connaissance, alors que ce soit des UX, des UI, des product designers, des PO, pour comprendre comment ils pourraient intégrer ça dans leur projet? Et est-ce que tu communiquais de manière différente avec les uns avec les autres? Non, après il y a différentes catégories de public pour ainsi dire. Je dirais qu'il y a le management, un peu la direction. Il y a les gens qui vont fabriquer donc et prioriser le boulot, donc les product owners, product managers, vraiment les gens qui gèrent les équipes de produits, les développeurs et les designers. Donc il y a plusieurs façons de parler à plusieurs publics différents. Je sais que bon, Air France KLM TNT, on avait vraiment un squad designer, donc on mettait au courant tous les designers de chaque équipe. Ok, voilà ce qui va se passer, on a mis à jour ça, donc vous pouvez le communiquer. Soit il y a des ponts, soit on y va au direct en fait, parce que les designers vont toujours aller parler dans leur équipe, mais diplomatiquement c'est aussi très bon et même meilleur d'être par exemple aux réunions de tous les product owners qui s'alignent eux-mêmes sur aussi à quel tempo ils sortent. Des fois ils ont des dépendances entre eux aussi également, ça arrive. Donc j'ai tendance à considérer l'équipe design system quasiment comme une équipe produit en elle-même qui fait cascader les changements et vers les autres équipes, quoi. Mais ce que je trouve bon là-dedans, c'est d'être au même tempo. On suit les mêmes sprints, on suit les mêmes plannings, on peut créer des dépendances aussi, tout ce qui est Jira, Confluence, on peut documenter et avoir des épiques qui sont liés à des user stories qu'on partage avec d'autres équipes. Donc ça facilite les choses aussi au niveau du process de se qualifier, entre guillemets, d'équipe produit. Sur laquelle toutes les autres équipes ont une dépendance en fait. Oui, donc pour l'instant c'était comme ça. Après, les développeurs, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience en front-end web, mais pas trop en natif, donc c'est pas toujours mon truc, mais c'est d'où l'utilité d'avoir des spécialistes dans une core team. Qui peuvent devenir des représentants. Un lead iOS ou lead Android va sûrement aller à une Scrum of Scrum de tous les développeurs, par exemple, pour savoir comment ça se passe, pour les mettre au fait de changements, d'améliorations
tel composant, on va plus l'utiliser, ou on va passer du natif à quelque chose de custom. Enfin, tout ce qui est plus technique, en fait. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs talents, de se compléter, en fait, pour pouvoir aussi se représenter l'entité du design system dans plusieurs équipes différentes, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si, clairement, en limite, j'ai l'impression que tu as une entreprise dans une entreprise quand tu es manager d'un design system, t'es un peu moins les mains dedans et plus en termes stratégiques. Il faut que tout le monde nous voit, tout le monde nous entende, tout le monde nous écoute. On a plein de personnes Un peu qu'on ça, ouais. délaye. C'est un peu ça, ouais. Ce qui est sûr, c'est que tu es beaucoup moins proche du produit lui-même, dans le sens où tu vas plus être intégré à la phase de recherche pour un certain segment de la Customer Journey, genre le mec qui fait la recherche ou l'achat. Lui, il va faire la recherche là-dessus, il va faire du user testing là-dessus, il va faire du benchmarking là-dessus. Donc il va plus être au fait des challenges que lui doit résoudre. Et le design system, en tout cas à mon poste, à moi, tu t'occupes plus de t'assurer que ce designer-là va avoir l'élément dont il a besoin, euh, basé sur la solution avec laquelle il est arrivé pour régler un certain souci ou pour améliorer une certaine situation. Donc, tu es une usine derrière l'usine plutôt. Donc, tu es un fournisseur des pièces, des pièces premières, des matériaux premiers. Après, c'est eux qui conçoivent le produit final. Donc oui, je suis un peu plus éloigné du produit lui-même, même si je suis plus là en spectateur, hein. Je vais au meeting chaque fin de semaine sur l'avancée dans chaque truc, donc j'ai un suivi de ça, mais j'ai pas le contrôle du tout dessus, quoi. Qu'est-ce que quelle serait en fait le petit indice qui ferait prendre conscience à une personne qui pourrait s'éclater dans ce métier-là? Parce que rentrer dans une équipe de design system, au-delà d'être dans la production, mais gravir un peu les échelons pour en arriver à ce que tu nous racontes là au quotidien, est-ce qu'au final c'est un UX ou un UI designer qui en fait adore regarder dans les projets des autres pour voir comment ça se passe, les interactions qu'il y a avec le sien? Ou alors est-ce que c'est une personne qui, et j'ai pas l'impression qu'il techniquement a envie d'organiser, de structurer un Figma pour que ça soit parfait et que tout le monde puisse l'utiliser. Euh, Est-ce que, selon toi, il y aurait, je parle au nom des clients là, qui sont avec nous et qui sont en train de s'éclater dans ce métier-là, des signaux faibles qui leur feraient dire, bah, en fait, ouais, partir sur du design system management, c'est peut-être quelque chose qui va répondre vraiment à mon appétence dans le design parce que il y a des spécificités que tu as pu nous citer. Oui, en plus, moi, j'ai un parcours, comme je l'avais dit, je viens du design graphique, j'étais plutôt un créatif à la base, et là, je finis à un endroit où je ne design presque plus, dans le sens où il y a un UI designer qui gère la librairie Figma. Il y a un autre designer qui gère les Zero Heights pour la documentation. Après, je gère avec des développeurs, mais je suis beaucoup moins là-dedans. Et je pensais pas m'éclater. Et en fait, ce qui me fait m'éclater, en fait, c'est d'avoir un petit peu euh, ce recul-là, en fait. Ce qui permet. Il faut aimer la cohérence, en fait. Il faut être un fanat de cohérence. Euh, Ce qui m'éclate là-dedans, c'est de pouvoir m'assurer que euh, on va avoir un parcours utilisateur le plus cohérent possible, le plus nickel possible, le plus clean possible. Et pour moi, quels que soient les choix esthétiques, parce que ça peut toujours être un peu subjectif, c'est ça qui crée un vrai design cohérent, c'est ça qui crée vraiment une expérience en fait. Euh, ouais, le bleu sur Twitter, il est peut-être pas parfaitement celui qu'on aime, mais il y a tellement une cohérence dans leur communication sur toute leur chaîne de communication, que ce soit un email, que ce soit l'app, que ce soit le site internet, etc. Tout, que au final, ça crée une histoire. Et le design system, il permet d'être sûr que cette histoire, elle est cohérente tout au long des pages qu'on tourne. Et même si c'est un livre en plusieurs tomes, on reconnaît la patte, on reconnaît le. Donc c'est vraiment s'assurer de la cohérence d'une histoire pour moi, en fait. Et je trouve qu'il y a un aspect créatif là-dedans. Et ça me plaît. Ça me plaît pas mal. Donc
Ça va pas être pour le cow-boy artiste qui veut absolument faire des trucs très très innovants, parce que on cherche pas à faire de l'art, on cherche à résoudre des problèmes de design, on cherche à faire que les gens fassent le plus simplement possible et le plus rapidement possible ce qu'ils ont envie de faire. Donc à partir de là, on n'est pas forcément dans faire. Pourquoi créer une nouvelle icône pour recherche si tout le monde comprend la loupe? Donc ça devient moins le challenge, c'est moins la création, mais c'est plus une harmonie d'utilisation, quoi. J'espère que je suis clair. Ok. Ouais, carrément, c'est intéressant. Et puis ça nous amène à notre deuxième sujet sur lequel on se posait des questions et que tu pouvais un peu nous donner une vision. C'est qu'est-ce qui se passe quand on est dans un univers multimarque, quand on est dans une entreprise qui a plusieurs produits, que ce soit techniquement, même dans l'usage du design system ou même dans sa conception. Qu'est-ce que ça change en fait est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as eu quelques expériences qui frôlaient sur ces Ouais, différentes marques? donc chez Air France KLM, en fait, parce que donc moi je reviens, je suis sur Nantes là, je me suis réinstallé l'hiver dernier, mais avant j'ai vécu 15 ans à côté d'Amsterdam, à Haarlem ça s'appelle. Et donc j'ai passé 2 ans chez Air France KLM, où donc j'étais engagé par KLM et en fait je gérais un peu pour le groupe en lui-même parce qu'on collaborait avec les designers, l'équipe de Paris. Euh, et du coup, j'ai commencé en lead UX là-bas. Et il y avait une petite équipe design system, mais ils avaient un petit portail, pardon. C'était un peu, il y avait beaucoup de code dessus, tout était un peu mélangé. Mon manager m'a demandé si ça m'intéressait de passer PO de cette équipe-là. Parce qu'il savait qu'il fallait un lien très très direct avec l'équipe des designers, parce que c'était le public premier, les développeurs aussi, forcément. Mais ils étaient tous en demande de nouveaux composants, ça ramait un petit peu. Donc il a décidé de me mettre là. Et du fait que je sois UX, que j'ai une bonne compréhension de certains trucs du style CSS, JavaScript un petit peu, donc je pouvais communiquer pas trop mal avec les développeurs. J'étais un petit peu multicasquette. Ça a vraiment, on a accéléré les choses un petit peu pour se débrouiller, pour changer tout ça. Euh, on a fini par créer un portail avec les composants Angular en fait. Et ce qu'on faisait, c'était que on s'occupait de KLM, de Air France, et il y avait bien sûr différentes polices, différentes couleurs, différentes border radius sur certains éléments. Il y avait plein de choses différentes. Donc on a commencé en fait à segmenter la documentation, parce qu'au début ils avaient tout ensemble, et il y avait même certains trucs qui étaient en PDF. Donc c'était le même PDF pour KLM, pour Air France, donc il a fallu déjà segmenter et ensuite pouvoir avoir un switch. Donc on avait un portail unique, mais avec un petit switch en haut à droite pour changer de marque. Ce qui ramenait sur une page identique, mais pour une marque. Donc c'était un petit switch comme ça. Et c'était assez pratique. Et on a fini par gérer 4 ou 5 marques. Donc KLM, Air France KLM, qui est une marque en soi, Blue Bees et Flying Blue. Et donc à chaque fois, on marchait avec ça. Donc on avait derrière une database différente en fait avec chaque tokens et ça permettait de mettre à jour très très vite l'interface. Après sur la création de ça, parce que forcément le design system on documente et on produit les deux composants, mais on n'a pas les droits sur ni le pouvoir de décision sur l'identité marque de Flying Blue par exemple. Ça peut être quelque chose qui est gouverné par la marque elle-même ou par une agence externe, c'est arrivé aussi, qu'une agence externe retienne les droits sur certains trucs. Et du coup, on est obligé de jouer avec ces référents-là, de s'aligner sur les mises à jour, d'implémenter les changements qui sont demandés. Mais également, vu que la contrainte de plus à ce moment-là, c'était que comme on était tous sur Angular, on avait tous la même base de départ. Donc après les changements, il y avait un petit peu de customisation à faire pour être sûr que ça s'ajuste à tous les paramètres du même composant en fait. C'est-à-dire un composant, il arrive, il y a un champ de texte, un bouton et une carte derrière.
il faut s'assurer que chaque marque va y trouver son compte dans la petite version qu'on va faire pour eux. Donc il y a énormément de ping-pong avec les référents de ceux à qui appartient le décisionnel sur telle ou telle marque. On a eu certains trucs aussi, certains challenges intéressants, c'est l'accessibilité par exemple. Chez KLM, le bleu clair de la marque n'est pas accessible et était utilisé jusqu'ici sur les titres, les choses comme ça. Donc il faut aussi parfois négocier encore un peu de politique, de diplomatie, négocier avec la marque pour leur dire ok, on va altérer un petit peu le code X pour arriver à quelque chose qui a un double A, par exemple, pour que ça passe les tests d'accessibilité ou des choses comme ça. Ou dédier un bleu pour la chaîne digitale, si c'est sur écran. Donc il y a beaucoup d'alignements à faire avec toutes les personnes qui ont entre guillemets les droits de décision sur les marques, sur l'image de marque, sur les différents assets, photographie, typographie. Et ça marche pour tout, ça marche pour le copywriting, le tone of voice, comme on dit, comment est-ce qu'on va parler au client, est-ce que je disais vous, est-ce que c'est je, est-ce que c'est tu, est-ce qu'on a un ton amical ou un ton formel. Donc il y a plein de choses c'est de là qu'on voit, on voit que tout se connecte sur cette plateforme-là en fait. Et d'où l'intérêt, d'où le public grandissant. Le but du design system, c'est de gagner en audience, quoi. C'est de devenir une pop star. C'est que ça devienne la référence et que tout le monde s'y rende et que voilà. Et là, tu parlais d'Angular, parce que du coup, il y a la spécificité du code qui va être déployé, et le langage que les développeurs vont utiliser. Ça va être, on en parlait un peu tout à l'heure, et je pense, un peu la pièce maîtresse de la manière dont tu vas amener des specs à te présenter dans un design system, ou même essayer d'arriver à structurer le design system d'une manière ou d'une autre. Est-ce que pour toi, un designer junior qui se lancerait là-dedans pourrait être 100% outillé s'il il faisait son design system sur Figma et utilisait par exemple 08 pour avoir le pendant avec les devs? Est-ce que simplement utiliser ça ou utiliser que du Figma pourrait, avec une belle évangélisation pour les développeurs, de comment aller creuser dans un Figma pour s'en sortir, à connaître un petit peu plus le détail des composants? Est-ce qu'il y aurait un socle minimum comme ça sur lequel tu trouverais que ça serait malin stratégiquement de déployer un design system? Les design systems, bon, ouais, je sais pas s'il y en a deux pareils. Il s'adapte à son environnement en fait. Donc chez Air France KLM, on partait de Material Design et Angular pour créer quelque chose, donc on partait pas de zéro. Et tous les composants étaient codés par des développeurs dans l'équipe Design System. Donc c'était vraiment clé en main, on leur donnait tout avec on les guidait pour l'intégration, etc. Là, par exemple, je suis chez Before Bank, c'est plus pareil, c'est autre chose. Ça va être du natif en priorité, iOS, Android. Là, on a opté pour, par exemple, sur les tokens, on passe par un GitLab et on a mis un style dictionary, le script, pour pouvoir exporter les fichiers nécessaires aux développeurs Android et aux développeurs iOS. Donc on essaye aussi quand même de minimiser l'effort de chacun. Après, si on parle d'une startup avec moins d'écran, moins d'équipes tout autour, bien sûr que la complexité peut décroître et qu'on peut tout à fait avec un Figma et le synchroniser avec Zero Height par exemple, faire toutes les spécifications, on peut y inclure même les tokens, il y a tous les widgets qui sont nécessaires et qui sont à disposition. Bien sûr, l'idée c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Donc si le développeur peut directement choper du code depuis une interface. Chez Philips aussi, on utilisait InVision où il y avait un mode inspect où là aussi le développeur pouvait juste choper les codes dont il avait besoin et l'utiliser. Donc on n'a pas envie de leur faire fouiller des librairies entières
d'aller taper sur des composants pour voir dans le panneau de droite ou quoi. Ah, c'est un 20 pixels, je sais. Donc oui, l'idée c'est de vraiment faire gagner du temps à tout le monde. Euh, je- mais une fois de plus, ça dépend de la taille du projet, de l'entreprise. Si c'est un designer, un développeur et qu'ils sont en face l'un de l'autre, forcément il y a beaucoup moins de besoin de toutes ces montages alambiqués pour pouvoir automatiser un maximum en fait, parce que le but c'est ça, c'est automatiser. Tout à l'heure, j'avais beaucoup aimé la formule que tu as utilisée de dire que le but du design system, c'est de devenir une pop star. Et j'aimerais te poser du coup la question, comment on devient une pop star? Éventuellement, Ben, après, comment on se je, plante aussi? je- on se plante, oui, bien sûr qu'on se plante, ça reste aussi parfois politique, donc il y a des gens qu'il faut convaincre et il y a parfois des gens qui y vont à reculons aussi, hein, euh, donc, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme les réseaux sociaux, il faut marteler, marteler, marteler. La quantité d'abord, la qualité viendra ensuite. Donc il faut, quitte à dire des bêtises, il vaut mieux être trop proactif que pas assez. Et les gens finissent par s'habituer et ça devient une petite musique. Quand toutes les semaines ils reçoivent une newsletter avec les trucs, bah, les gens finissent par s'y habituer en fait. Ça devient une routine. Et puis, bien sûr que ça nous couvre le dos aussi. S'il y a un loin de problème, on ne pouvait pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Donc ça permet aussi de dire qu'on est hyper proactif et qu'on incite tout le monde à prendre part à l'aventure, à intégrer un maximum et à nous aider, à nous améliorer, vraiment faire comprendre que c'est quelque chose de vivant. Ne nous attendez pas à telle date avec un truc nickel qui sera fini. Non, c'est vivant, ça change tout le temps, c'est jamais parfait au début, ça apprend de ses erreurs, c'est un truc collectif, quoi. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où il faut. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas hyper extraverti, mais c'est dans ce sens-là où il faut pas hésiter à engager des conversations sur Teams, sur Slack, ne pas reculer, envoyer des emails, ne pas hésiter à mettre des gens en copie. Euh, Trop d'informations, c'est rare. Les gens quand même apprécient. Et la direction encore plus parce qu'ils voient la proactivité, donc ils voient bien que on est là pour faire notre boulot et pour essayer de convaincre le maximum de personnes. Et voilà. La plupart du temps, ça se passe pas trop mal quand même. La plupart du temps, ça se passe pas trop mal parce que les gens comprennent très rapidement, surtout euh, les gens voient rapidement les bénéfices pour eux en fait, de plus aller chercher à droite, à gauche. Telle information, que tout soit centralisé, qu'ils puissent connecter directement et avoir une influence aussi sur le contenu. Ça vend bien. Il y a de la quantité, communication, c'est-à-dire marteler comme tu disais, très Ouais, important. quantité de communication, même se faire, c'est vraiment, limite, je compare ça vraiment à un comportement quelqu'un sur les réseaux sociaux, être vraiment discipliné dans le sens où, voilà, on va se mettre un reminder qu'à la fin de chaque sprint, je me suis préparé une petite template où je dis, voilà, ce mois-ci, on a mis à jour tel truc. Et c'est vraiment peu d'efforts, en fait, pour un maximum de satisfaction pour tout le monde. Les gens voient que ça bouge, que c'est pas mort, c'est pas une équipe morte, qu'il se passe quelque chose, que certains voient, ah, il a pensé à moi, il a mis à jour tel composant, je lui ai demandé il y a un mois. Ça y est, donc les gens apprécient la vigueur du truc, quoi. Ils voient que c'est vivant, que c'est une équipe qui se démène pour les autres, en fait. Donc ça marche bien. De la transparence aussi, j'ai l'impression, c'est très important, notamment pour les managers, mais pas que, aussi pour tous les collaborateurs. Transparence, ouais. Nous, comme je l'ai dit, on a une chaîne dédiée sur le Teams où c'est Design System Community. C'est community, hein, c'est même pas équipe, c'est community. C'est vraiment pour que tout le monde se sente faire partie du truc et qu'ils n'hésitent pas à rentrer en communication avec nous par ces biais-là. Mais oui, il faut se mettre cette discipline-là et on a même partagé un accès à notre Scrum Board. Donc les gens peuvent très simplement aller dans Jira et voir, ok, ils sont en train de faire ça en ce moment. Ensuite, il y aura ça qui va venir derrière. Ils voient notre backlog, ils voient ce qu'on fait, ils voient ce qui est fait et ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est important, ouais, je trouve. Ça donne ce sentiment, ouais, de communautaire. Une unique question, au passage, est-ce que, la communication et le marketing allaient jusqu'à piocher dans le
dans le design system où là, on était vraiment on rentrait dans un autre monde, tu parlais tout à l'heure de ton passé de designer graphique pour savoir, je sais pas, est-ce que c'était intégré aussi dans cette idée d'image de marque Ah, pour j'ai les pas entendu le communiquer début de notamment j'ai pas entendu le début de ta question. ça marche. Je te posais la question, est-ce que le marketing et la communication, notamment pourquoi pas le community management puisqu'on parlait des réseaux sociaux, allait aussi, piocher dans une partie, du design system ou est-ce que là, on était quand même encore sur des silos, design system, touchait pas encore ça dans tes expériences? Donc tu veux dire jusqu'où est allé le design system? Est-ce qu'on a touché par exemple aussi les community managers ou des gens dans le marketing ou est-ce qu'on est Ah, arrivé à toucher ce genre de département-là? exactement. Aujourd'hui, ça Oui. reste, assez siloté, j'ai l'impression et encore, alors que le design system, vu ce qu'il implique, notamment au niveau du tone and voice et cetera, heu, finalement, on pourrait dire naturellement, il devrait aussi être, un outil pour ces métiers-là. Ouais et tu avais bien compris la question. Complètement. Non, complètement, oui, oui, on a déjà, c'est pas seulement qu'on les a touchés, c'est que on a collaboré avec eux. Donc, ils ont pris part à ce genre d'exercice. Donc, par exemple, si on parle réseaux sociaux, on parle très vite tone of voice, ça va être des messages avec des posts. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de poster, de pas poster? Si je poste une photo, il faut qu'elle tombe dans les clous de la marque autorise tel style de photo ou pas, comment je vais parler, etc. Donc, ces personnes-là ont pris part à l'élaboration des pages dédiées à leur département ou leur expertise sur le design system. Donc, on a collaboré avec des gens, oui, qui s'occupent de poster sur Facebook pour se mettre d'accord que eux, ils utilisent le tutoiement, etc., etc. Ou s'ils postent une photo, elle vient de telle banque de données. Donc, tout ça, c'est également documenté. Une fois de plus, ça permet aux gens de savoir ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Ça permet aussi que si demain il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, il va pas bloquer une personne pendant une semaine pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de tout. Tout est documenté. Donc, c'est vraiment, il faut convaincre, mais on essaye de convaincre en impliquant les gens. Donc, ça facilite quand même pas mal parce que ils se doutent que l'effort que eux ils vont mettre, ils vont le récupérer derrière. Ça leur permet. Parfois, ils ont de la documentation déjà, mais ils ont un truc dans un doc ici et un autre dans un PDF là. Donc, ils comprennent que l'intérêt de centraliser tout ça et de le partager avec les autres. Donc, c'est quand même. Il y a beaucoup de logique dans ce qu'on fait quand même. Du coup, ils s'impliquent dans leur périmètre ou est-ce qu'ils ont aussi, parfois leur mot à dire sur d'autres périmètres? Parce que est-ce que le risque derrière, si on pousse à l'extrême, c'est pas de recréer des silos? Euh, alors, ils ont accès à tout, bien sûr, dans le design system. Donc, s'ils sont curieux d'autres choses, ils peuvent toujours le consulter. Après, au niveau de la décision, euh, il faut pas rentrer dans ce qu'on appelle le design by committee, où tout le monde va décider de tout. Ça, c'est aussi c'est l'ennemi à éviter. Où il faut quand même essayer de garder les gens dans leur domaine d'expertise. Moi-même, je me suis forcé à le faire. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a de l'expérience dans le UI et le UX. Et à cette époque-là, c'était marrant parce que j'étais PO du design system, mais en même temps, j'avais aussi la casquette de lead UX. Donc, c'était moi qui faisais les décisions sur les patterns pour l'interaction et les flows, des choses comme ça. Mais je ne touchais absolument pas et je mettais un point d'honneur à ne pas toucher tout ce qui était UI, les décisions UI. Si on me demande mon avis, je suis très heureux de le donner, mais je n'avais pas je ne voulais pas être le point de décision. Il y avait des gens qui étaient là pour ça, et si on commence à tout mélanger, ça devient très très vite le bazar. Donc il faut faire attention à bien s'entourer et s'entourer des personnes nécessaires, pas de personnes superflues. On peut avoir un cercle de décisionnaires et après avoir un cercle autour de gens qui vont être consultés, par exemple. Mais qui ne sont pas ceux qui vont donner le feu vert à la fin. Il faut qu'il y ait une personne parce que non seulement pour ça, mais aussi pour si jamais on a des retours et qu'on doit rapidement décider, qu'on passe pas par tout un chemin de cases à cocher, mais qu'on ait une réponse rapide d'une personne, d'un référent, quoi. Donc il faut des leads et bien communiquer avec les PO, mais ça aide, ouais, ça aide.
Est-ce que notamment dans les univers multimarques, est-ce que finalement on y arrive à devenir une pop star ou est-ce que c'est toujours un but, mais c'est quand même toujours un peu la bataille? Euh, ouais, le pop, On peut le le mesure multimarque, peut-être. le Ouais. multimarque, c'est vraiment, c'est comme être ouais, plusieurs stars en même temps et voilà laquelle marche le mieux. Mais non, pop star dans le sens où faut essayer de s'assurer, et il y a des outils pour ça et des process pour ça, de mesurer l'adoption du design system. Euh, Tout d'abord au niveau des produits digitaux, mais ensuite, comme on disait tout à l'heure, ça peut être aussi, ça peut escalader jusqu'à d'autres départements de l'entreprise. Après, voilà, ça dépend des tailles parce que ça va être très très difficile de retourner le département marketing de Philips avec un design system en quelques mois. Il y a des choses qui sont établies, forcément, on peut être un point d'appui, mais la transformation digitale, elle est parfois, elle remonte beaucoup plus haut. C'est pas juste un design system. Euh, mais sur le multimarque, être la pop star, ouais, c'est s'assurer qu'on va être utilisé. Mais on mène c'était quand même un challenge parce que on mène plusieurs batailles. On a beaucoup de gens à qui parler. Donc il faut s'assurer. On avait bien sûr, c'était que la couche UI hein, pour m'en référer une fois de plus au projet chez KLM. L'interaction design était aligné sur toutes les marques. Donc c'était vraiment une couche de couleurs, typographie, drop shadow, des border radius, vraiment tout ce qui était esthétique seulement. Mais il faut, oui, on joue sur plusieurs tableaux. C'est comme une partie d'échecs. Si parfois il faut se battre sur telle couleur ou pas, parce que, comme on parlait on parlait tout à l'heure d'accessibilité, ouais, il va falloir livrer peut-être une petite bataille sur ça avec le département marque de telle entreprise ou voilà, s'assurer que c'est bien implémenté. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens avec les tierces parties qui utilisent le design system et s'assurer que tout est bien mis en place. Il y a ça crée beaucoup de liens en fait. Donc il y a beaucoup de gens à qui parler à partir du moment où plus l'adoption est grande, plus ça fait de dépendance en fait. Pour tous ces départements qui utilisent et qui peuvent potentiellement venir avec pas des problèmes, enfin des problèmes à résoudre ou des choses qui fonctionnent pas, ou de nouvelles requêtes. Donc, il faut faire attention à pas subir, comment dire, les méfaits de la notoriété. Il faut grandir, il faut scaler aussi avec le nombre d'interférences, je pense, avec le nombre de connexions qui se créent, parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais ça, Et toi, ça rend sans succès. ouais. Et est-ce que le fait de devoir bah, du coup faire le mieux possible ton design system, ton application, ta communication, est-ce que tu as des vues sur d'autres design systems, d'autres entreprises? Est-ce que c'est des choses que tu regardes un petit peu pour, même si on disait que c'était très différent, chacun le faisait à sa manière, est-ce qu'il y a t'as des références sur lesquelles tu regardes vraiment l'évolution de certains travails? Je pense que tu as des confrères avec lesquels tu échanges aussi et sur lesquels tu admires un petit peu leur manière de faire, qui sont peut-être pas dans le même contexte, mais vers qui tu nous Bah, t'intéresses on fait un peu, bien sûr, il y a les usual suspects, il y a toujours les références, on entend toujours bon, Material, Atlassian, qui sont des références, Spotify, Polaris. Euh, moi, je regarde. On essaye il y a de l'inspiration forcément parce qu'il y a des bonnes pratiques. On n'a pas envie de réinventer la roue. Et on peut toujours être surpris par un truc. Ah, ils ont pensé à ça. C'est une bonne idée. Donc on va toujours regarder. Après, comme je disais, le design system il est unique pour chaque entreprise. Donc c'est un exercice qu'on va refaire à chaque fois du benchmarking pour voir qu'est-ce qui correspond le plus aux besoins de ce projet-là en particulier. Euh, Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a aussi toute la documentation qui va être disponible ou alors les personnes capables de la créer pour rentrer dans le format de tel design system, le nommage des tokens, etc. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas d'une seule personne. C'est un accord qu'on fait. Là, j'ai fini un sprint avec des développeurs sur l'intégration de Figma
à pouvoir commit des tokens et pouvoir les intégrer derrière via Style Dictionary, où oui, il faut vraiment s'accorder avec eux sur comment ils vont faire pour faire ça. Et du coup, le design system, il est le flow qu'on va créer pour ça, il est spécifique. C'est pas du tout celui que j'ai fait dans d'autres projets. Et c'est très certainement pas celui que je vais faire sur un autre projet plus tard, si je dois faire un autre design system chez quelqu'un un jour. Je regarde vraiment l'environnement, les parties prenantes, et on essaie de voir sur quoi on peut partir avec ce qui est disponible. Il y a des petites entreprises le tone of voice ou les choses comme ça, ils n'ont pas de spécialistes, ou l'accessibilité, c'est pas. Il va falloir soit qu'on le crée, soit qu'on crée la documentation, soit des fois chez KLM on avait un intervenant externe spécialisé que accessibilité. Donc c'est vraiment, il y a pas une recette pour tous. C'est quelque chose selon les prises de disponibles, on va sortir des câbles différents. Ouais, c'est sur les métaphores un peu, mais en gros, c'est ça, quoi. Il faut essayer de s'adapter à son environnement. Donc en fait, Ouais. être design system manager, c'est faire du design de service pour son entreprise, afin d'apporter au mieux. Tu disais que tu faisais plus de recherche, tu faisais plus forcément d'ateliers, de choses comme ça, mais en fait, en vrai, c'est ton quotidien sur beaucoup d'aspects d'évangélisation, savoir trouver comment convaincre certaines parties prenantes, et en fait, tu utilises toutes les armes que tu as en ta possession en tant que designer pour faire que ça puisse se faire C'est de la ça, meilleure manière qui soit. c'est ça, ouais. C'est vraiment plus former une équipe. En gros, je dirais qu'il y a plusieurs phases, mais en gros, il y a vraiment former l'équipe, apprendre. Je l'avais noté d'ailleurs quelque part, je crois. Hop. Ouais, donc j'avais noté plusieurs trucs quand même, hein. Déjà, il faut identifier le pourquoi du design system. Donc, et quels sont les besoins du design system et quels sont les challenges auxquels on va avoir à faire face pour le mettre en place. Donc, il faut pouvoir être en dialogue avec le business, la marque elle-même, avec le produit et les équipes pour définir ça. Savoir si eux aussi sont pas convaincus, mais sont d'accord avec le fait qu'il y a une valeur ajoutée à mettre ça en place. Donc, quand ça c'est bon et qu'on a quand même réussi à rationaliser le besoin du design system, après c'est mettre une équipe en place, voir qui est disponible, quels sont les talents qu'on a dans l'entreprise qui peuvent servir à accomplir ça. Et établir aussi les gens à qui on devra rendre des comptes, entre guillemets, mais à qui on devra parler, soit pour obtenir des informations, soit pour en donner. Euh, pour arriver à faire tout ça, on passe à la phase outillage. Donc là, il faut regarder qu'est-ce qu'on va mettre en place comme process et quels outils on va utiliser dans ces process pour faire avancer la machine. Donc la communication au jour le jour, quel process on suit, quelle méthodologie, si on part sur Scrum, est-ce qu'on va suivre des sprints, si on a des sprints, est-ce qu'on a des refinements, des plannings, des sessions de planning, est-ce qu'on a une rétro à la fin du sprint pour savoir ce qui a été bien, ce qu'on peut améliorer. Donc il faut vraiment mettre tout le workflow en place, le process, toutes les cérémonies, tous les jours un stand-up ou tous les 2 jours, etc., etc., etc. Et puis ensuite, on peut se mettre vraiment au boulot et établir le workflow. Donc, il va sûrement commencer peut-être par un audit, par exemple, de ce qui est en place. Établir une roadmap sur les prochains mois, sur quoi on s'engage, avec qui on peut s'engager, quelles sont les dépendances qu'on aura. Peut-être qu'on va avoir des développeurs d'une équipe qui vont nous être prêtés et qui vont permettre de mettre en place telle et telle chose, de nous aider à coder les composants. Donc, il faut commencer à tisser les fils et voir quels sont les fils qui sont rouges et qu'il faut tenir bien tendus, quels sont ceux sur lesquels on va peut-être de temps en temps parce qu'on a juste une question à poser à quelqu'un, à un référent. Donc il faut tisser sa toile un petit peu en arrivant et mettre juste en place avec quoi on va bosser, avec qui on va bosser et comment on va bosser. Pour faire simple. On a 2 petites questions sur Twitch. Une première, c'est la question: est-ce que c'est un UX writer qui définit le tone of voice dans ton expérience?
est-ce que c'est un UX writer? Alors, on vient d'en avoir un là. Quand j'étais chez KLM France, c'était carrément un département euh, qui n'était pas relié UX complètement, mais c'était le département de com et il s'occupait des publicités également en télévision, des petits livrets qu'il y a dans les avions. Donc c'était à un niveau même supérieur. Après, ça n'empêche que euh, il peut parfois y avoir, selon certains canaux, des variations où on va se permettre, parce qu'on sait que le public premier, c'est telle tranche d'âge, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, telle catégorie d'une cible, on va se permettre des variations. Mais c'est toujours en accord avec ce département mère qui s'occupe du tone of voice, de la marque elle-même, de la marque globale, vraiment. Et a priori, de toute façon, dans les grands groupes, il y a déjà des services spécialisés sur ces questions-là, avant même que les premiers UX writers débarquent, qui sont un métier Souvent, oui. récent. Souvent, oui, l'UX Writer a quand même, je pense, liberté d'initiative, mais dans les clous, une fois de plus, je pense qu'une fois de plus, ils ont leurs guidelines, donc Mm. dans les clous il sait qu'il a un espace de liberté, mais qui peut pas faire n'importe quoi, qu'il est soumis aux règles de la marque mère, quoi. C'est vrai que pour des structures plus petites, c'est tout à fait possible effectivement que ce soit un UX writer qui prenne en charge ce type de problématique s'il n'y avait pas déjà eu des services qui s'en occupaient depuis très longtemps, comme des marques, C'est grandes marques ça. comme celles que tu cites. Ouais. C'est ça, c'est parce que c'est des marques, c'est vrai que j'ai travaillé sur des marques qui ont affaire à la transformation digitale, dans le sens où c'est pas des marques qui sont nées dans l'ère digitale. On peut imaginer bien sûr que pour des startups beaucoup plus jeunes qui sont digital natives, directement le UX writer peut avoir la main parce que c'est des équipes plus réduites, plus flexibles. Donc on commence par là, Peut-être que le c'est l'écran design d'abord. drive aussi. Oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 C'est peut-être aussi, c'est l'écran. ouais, ça marche. C'est peut-être aussi que c'est le design qui drive davantage dans ces startups, dans ces scale-up, et peut-être la com qui suit plus, alors que traditionnellement c'était plutôt l'inverse. Ouais, parce que la majeure partie de leur copywriting, elle sera sur un écran. Donc ça passe très certainement par... quand on parle de grosses boîtes qui ont des dizaines d'années, je crois qu'ils ont fait 100 ans KLM, c'est des entreprises qui sont nées à une autre époque et qui ont communiqué dans beaucoup d'autres chaînes avant de passer à l'écran, quoi. Donc ils ont toute une historique, toute une, toute une dette là-dessus. Ils sont pas digital first. Mhm. Ouais, ça marche. L'autre question, c'était quelle est l'équipe restreinte idéale pour un design system selon toi? Et il donne un exemple, ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être lead UI, un UX, un dev et un UX writer? Euh, Euh, L'équipe vraiment minimale, ça dépend du boulot sur lequel, de la répartition du boulot. On pourrait trouver même un mec qui fait UX et UI, les deux, sur un projet. Si on prend vraiment le truc le plus simplissime du monde, la base, ça serait un UX, UI et un dev. Et avec ça, ils peuvent conquérir le monde. Mais, mais ça J'aime serait bien. vraiment la base. C'est un petit peu les deux hémisphères d'un même cerveau. Il faut qu'il y ait le créatif, celui qui design l'expérience humaine, le UX, et celui qui va vraiment lui donner vie en fait, hein, le côté beaucoup plus technique, pragmatique, qui va construire le truc. Et c'est le meilleur de ces deux mondes qui fait de bons produits, quoi. Donc la base, c'est d'avoir les deux hémisphères. Après, tu peux toujours ajouter une couche par-dessus de spécialistes. Un spécialiste accessibility, un spécialiste ceci, un spécialiste cela. Mais la base de la base, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui design et quelqu'un qui construise. Et ces deux-là peuvent construire, peuvent documenter tout ce qu'ils veulent normalement, tout ce dont ils ont besoin en tout cas pour pouvoir arriver à leur fin. Et je me permets une dernière petite question. Est-ce qu'on prend pas un risque en réfléchissant comme ça? Parce que tu sais, c'est le cliché de l'UI designer qui fait sa maquette et qui finalement va mettre des blocs de lorem ipsum, pile de la bonne taille qui vont bien dans sa maquette qui va, tu vois, dans les écrans qu'il va créer. Et où finalement, à partir du moment où le dev va commencer à coder, on va voir que bah, il y a plein de problèmes parce qu'en fait, les textes ne font jamais la taille des 5 lignes, etc., qu'il avait prévu. Et du coup, cette idée de penser contenu, là où je veux en venir, c'est penser contenu et texte avant même de penser à design
et UI et le texte faisant aussi partie de l'interface. Et du coup, peut-être que demain, dans cette équipe minimale, il y aurait aussi une place pour un UX writer ou un content writer. Ouais. Alors oui, après, le design system bien fait, il faut que les composants soient testés, soient stress testés même, j'ai envie de dire. Il faut définir les solutions à mettre en place si jamais il y a du unhappy flow, quoi. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe si je traduis mon Hello, how are you en allemand ou en russe? Est-ce que ça va pas faire 4 ou 5 lignes? Donc il faut aussi bien regarder tout ce qui est edge cases, toutes les situations les plus improbables, entre guillemets, ou en tout cas celles qu'on peut imaginer. Mais il peut y avoir, il y a des gens sur leur téléphone qui vont dans les paramètres d'accessibilité et il y a ce qu'on appelle les dynamic text size. Ils peuvent mettre n'importe quel texte dans les applications, énormissime, ça c'est possible. Donc on peut pas, on peut pas prévoir tout, mais on peut essayer de penser à un certain pourcentage de choses qui peuvent arriver parce qu'on les connaît. Donc ça peut être tout d'accessibilité. Il y a des gens qui utilisent VoiceOver pour naviguer dans des applications. Il faut le prendre en compte. Donc tout ce qui est taille de texte, mais aussi navigation alternative, visualisation alternative avec les gens qui vont avoir des problèmes de vision, des maladies, tétranopia ou toutes ces maladies-là, colorblind, comme on dit en anglais. Pensez à eux également sur les contrastes, sur le VCAG2. Donc il faut vraiment un composant, en tout cas au niveau du design system, il est jamais stylé selon la projection d'utilisation d'un gars dans son équipe. Il faut qu'il soit testé avec, si le gars dans son équipe dit il y a 2 lignes, il faut qu'il soit testé avec 4 lignes. Il faut vraiment pousser au maximum pour s'assurer que si ce n'est esthétique, ça restera au moins pratique. Donc oui, parfois c'est moche, mais c'est toujours utilisable et c'est ça qui compte. Parce que ça va représenter un petit pourcentage d'utilisateurs, mais on va être sûr que ceux-là aussi, ils puissent utiliser le produit. Donc, donc oui, il faut penser à ce genre de choses-là quand on teste les composants et s'assurer de l'efficacité du truc, quelle que soit la situation. Ok, donc on reste quand même sur du design first, mais en prenant en compte toutes les possibilités enfin voilà, C'est ça. pour que ça s'adapte au contenu. Comme un UX designer dans son projet, va designer une page d'erreur, auquel cas il aurait mis le mauvais mot de passe ou quelque chose comme ça. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe si il faut qu'il y ait une solution pour chacun de ces si, quoi. Donc il faut essayer d'envisager le maximum de situations alternatives possibles. Et ça peut donner des trucs bizarres des fois. Oui. Ok, ça marche. J'ai une toute dernière question à poser sur le chat, qui est une question assez longue, je vais te la lire, mais enfin, on va voir ce que ce que ça t'inspire. Donc, c'est Matt qui nous dit peut-être une question un peu naïve et sûrement qui dépend beaucoup des cas de ressources, mais il faut combien de temps en moyenne pour la conception, pas l'implémentation, la conception d'un design system, en partant d'un produit déjà existant, mais qui a des UI complètement hétérogènes? Quelques jours, quelques semaines, mois, pour avoir une idée grosse maille. Qu'est-ce que tu en penses? Sur la conception, donc pas l'intégration, mais juste la conception. Ça dépend de la taille déjà du design system. Qu'est-ce qu'il inclut en fait? Si c'est pour faire juste quelques composants de fondation de base ou les atomes et deux trois, ça dépend de la taille vraiment quoi. Parce que même une fois qu'on a toutes les fondations et les atomes, euh, il faut voir le nombre de molécules nécessaires, d'organismes, etc. À quel point ça augmente en fait. Donc il y a une correspondance, mais le temps de et puis en plus, il y a le contexte, donc dans quel type d'entreprise on est. Est-ce que je suis dans une petite start-up ou dans une grosse boîte où je vais devoir parler à 50 personnes pour valider un choix? Ça joue aussi, il n'y a pas que le travail à faire, il y a aussi où est-ce qu'on le fait, avec qui on le fait. Donc j'ai pas de réponse exacte pour ça, mais ça peut varier entre plusieurs semaines et plusieurs mois, oui, plutôt que jours. Après, une petite équipe de 2 personnes dans une start-up peut faire peut-être des merveilles avec un design system très simple et sur une plateforme ou deux.
s'il y a quelque chose de déjà existant, après, ça dépend du projet, quoi. Est-ce qu'il faut réajuster l'architecture du design system? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles choses ou juste les mettre à jour? Il y a beaucoup de paramètres en jeu, en fait. Mais oui, en jour, il faudrait vraiment que ce soit un projet très, 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 très modeste.